Bonsoir à tous. Alors, j'essaye de positionner l'écran. J'espère que vous voyez. Non, ça se voit pas bien. Ok. C'est pas grave. Nous allons commencer. Hein. Ok. Donc, bonsoir. Soyez tous salués. Nous allons faire le cours ce soir sur le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est un cours qui a été programmé depuis un moment. Nous allons parler ce soir du cancer du col de l'utérus. La conférence précédente, c'était sur le cancer du sein. Ce soir, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, on va commencer petit à petit. Vous pouvez noter. Hein. Alors, c'est quoi le cancer du col de l'utérus? Comment on peut attraper le cancer du col de l'utérus? Quels sont les examens appropriés qu'on peut mettre en place pour investiguer, pour confirmer le cancer du col de l'utérus? Quels sont les traitements qui vont être mis en place pour essayer de pallier, soigner le cancer du col de l'utérus? Ensuite, nous allons continuer à donner des conseils, voir le suivi, l'accompagnement des personnes touchées par le cancer du col de l'utérus. Donc, pour démarrer notre conférence, je vais déjà vous présenter vraiment le schéma de l'appareil féminin que vous allez déjà voir et nous allons commencer la conférence. Alors, donc tout de suite, je vais vous mettre l'image. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais positionner de sorte que vous voyez très bien. Je ne sais pas si ça apparaît très bien à l'écran. Ou sinon, je renverse le téléphone. Peut-être que ça va aider. Est-ce que vous voyez bien le schéma? Alors, est-ce que vous voyez bien le schéma pour qu'on puisse démarrer? Est-ce que j'ai mis le téléphone dans le bon sens ou pas? Bon, donc là, vous avez l'appareil féminin. D'accord? Dans ce sens, ça n'apparaît pas bien. Donc, on reprend dans ce sens-là. C'est toujours pas bon. Ok, on va chercher un bon positionnement. Désolé, hein? Je vais trouver vraiment un bon positionnement pour qu'on puisse entamer la conférence. Alors, donc là, je ne sais pas si vous voyez encore. J'essaie de me donner un retour si vous voyez bien. Tac, 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 tac. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident de laisser apparaître le schéma. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer le cours et après, je vous ferai apparaître le schéma d'une autre façon. C'est pas grave, on va commencer le cours, d'accord? Donc, le cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le col de l'utérus, déjà, c'est la partie basse, d'accord? Donc, prenez note, c'est vraiment important hein, pour les hommes, pour les femmes et surtout pour nos filles. Vraiment, c'est très important. Le col de l'utérus, même, il est situé où? Donc, tout à l'heure, avec le schéma, j'essaierai vraiment de vous faire visualiser tout ça. Le col de l'utérus, c'est la partie la plus basse et étroite de l'utérus que je vais vous montrer tout à l'heure dans le schéma. Donc, quand on parle de cancer du col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus, donc c'est une maladie qui va se développer à partir de la muqueuse, donc de l'utérus de la femme. Donc, quand vous voyez l'utérus de la femme que je vais vous montrer tout à l'heure,
il y a vraiment une partie très basse et étroite qu'on appelle le col de l'utérus. Et le cancer, donc, il va toucher le col de l'utérus. Il va se développer vraiment au niveau vraiment de cette partie basse-là de notre utérus. Donc, le cancer du col de l'utérus donc est un des cancers les plus répandus donc chez la femme après donc le cancer du sein. D'accord? Donc, c'est pas vraiment anodin le cancer du col de l'utérus. Quelles sont les causes qui vont provoquer le cancer du col de l'utérus? La principale cause donc qui fait vraiment survenir le cancer du col de l'utérus est liée vraiment à une infection vaginale. Donc, c'est une cause virale. Donc, le cancer du col de l'utérus va s'attraper au travers donc de rapports sexuels. Voilà, donc ce sont les femmes qui attrapent le cancer du col de l'utérus. Donc lors de rapports sexuels non protégés, voilà, les femmes vont attraper donc cette infection virale là, hein, qui est donc due à un virus appelé le papillomavirus. Donc le papillomavirus donc va pénétrer au travers de la femme lors des rapports sexuels et donc il va stagner dans le corps de la femme, hein, et il prend vraiment beaucoup d'années, entre 10, 15 ans, et on va voir que ce virus-là est très latent, il reste là, il est asymptomatique, il est indolore dès le départ et donc la femme ne va pas se rendre compte qu'elle a ce papillomavirus. Donc ce virus va s'installer durablement dans l'utérus de la femme. Et il va provoquer des modifications au niveau vraiment de la couche superficielle, donc du col de l'utérus, c'est-à-dire la première couche, hein, de la peau là au niveau de l'épithélium. Donc il va vraiment se positionner là et il va rester là longtemps, latent durant des années. Et donc ces lésions, et il va provoquer vraiment des lésions au niveau vraiment de l'utérus. Et ces lésions là vont continuer et devenir vraiment des lésions cancéreuses. Donc l'évolution, comme je vous ai dit, elle est très lente. Donc une femme va commettre des rapports sexuels non protégés avec un homme. Elle va attraper ce virus, papillomavirus, qui va rester vraiment longtemps au niveau de son utérus et générer cette infection vraiment persistante là au niveau donc de son utérus. Et après des années, plusieurs années après, 10-15 ans après, la femme va développer, hein, ce papillomavirus qui est resté très latent. Donc voilà vraiment la cause du cancer du col de l'utérus chez la femme. Les signes et les symptômes maintenant qui vont nous faire comprendre qu'il y a un cancer du col de l'utérus. Donc il va avoir au travers de l'observation clinique, au travers des signes cliniques, au travers des réactions, des symptômes que la femme va avoir, on va suspecter le cancer du col de l'utérus. Et quand il est suspecté, ben, il va avoir des examens, des investigations qui vont être mises en place. Donc, les signes peuvent être asymptomatiques chez la femme, hein. Voilà, au stade premier de la maladie, la femme ne sait pas qu'elle a le cancer du col de l'utérus. Il faut savoir que les symptômes là vont commencer à apparaître une fois que vraiment la tumeur va se développer dans les tissus et les organes voisins, malheureusement. Donc quand les symptômes n'apparaissent pas, la femme ne sait pas qu'elle a ce virus-là qui est latent dans son corps. Donc, les symptômes vraiment du cancer du col de l'utérus, les plus répandus, nous avons les saignements vaginaux après le rapport sexuel. Nous avons les saignements vaginaux de façon spontanée en dehors des périodes des règles. On a aussi des douleurs lors des rapports sexuels. La femme va avoir mal quand elle a des rapports sexuels avec un homme ou son homme. Voilà, elle ressent des douleurs vraiment lors des rapports sexuels. La femme va aussi avoir des pertes vraiment au niveau, les pertes vaginales de façon anormale ou plus ou moins abondante. Quand on constate ces signes-là, on peut vraiment commencer à s'alerter pour se poser des questions. Je suis une femme, est-ce que ce n'est pas mon col de l'utérus qui est en train de me jouer des tours? Voilà, elle va sentir des douleurs au niveau du bas de son ventre, des douleurs lombaires. Elle va ressentir aussi vraiment que les pertes vaginales vont être très malodorantes. Et c'est vraiment des difficultés vraiment au niveau abdominal et aussi lombaire, des saignements vaginaux, comme j'ai dit, de façon anormaux,
après, donc, chez les femmes ménopausées, à la suite de relations sexuelles. Là, c'est très fréquent. C'est pour ça que les femmes ménopausées, même surtout, elles suivent les rapports sexuels parce que très souvent, elles sont très exposées à ce type de cancer. On a des menstruations de façon inhabituelle, de façon longue, de façon... La femme va voir ses règles, point oui, point non, elle a ses règles. Les règles sont de plus en plus une durée périodique très très longue. Les saignements vont continuer. Ça doit interpeller une femme. Est-ce qu'elle n'a pas le cancer du col de l'utérus? Donc, on va procéder donc à des examens pelviens, on va faire beaucoup d'investigations, on viendra sur les investigations. Vraiment, suite à ces douleurs lors de rapports sexuels, des douleurs incontrôlées, des douleurs, vraiment des pertes au niveau du vagin, des difficultés aussi à uriner, des difficultés à aller à la selle, des fuites d'urine, c'est-à-dire que la femme, elle a des fuites urinaires, son pipi sort comme ça dans sa culotte alors qu'elle n'est pas à l'âge de porter des protections. Voilà, elle n'est pas incontinente urinaire, mais ces signes-là sont des signes d'alarme vraiment du cancer du col de l'utérus. Voilà, donc la femme aussi peut sentir les enflux au niveau de ses membres inférieurs. Hein. En général, ça va prendre une jambe qui s'enfle, on ne comprend pas, il faut se poser des questions. La femme peut avoir des pertes d'appétit, perte de poids, essoufflement. Elle peut avoir des expectorations sanguinolentes, ça veut dire que quand elle va tousser, il va avoir du sang, d'accord, vraiment dans sa toux, des épistaxies et tout ça. D'accord, des douleurs thoraciques dans les os. D'accord, donc quand vous voyez ces symptômes-là qui se présentent chez vous, les femmes, même les maris, quand vous voyez vos femmes avoir ce genre de symptômes, on peut commencer à se poser des questions et tout de suite chercher à aller consulter. Mais il faut savoir que tous ces symptômes qu'on a évoqués et qui sont vraiment liés au cancer du col de l'utérus peuvent être aussi des symptômes d'une autre pathologie. Hein. Donc ces symptômes-là ne sont pas forcément que le cancer du col de l'utérus, mais dès l'instant qu'une femme voit ce genre de symptômes, ce serait bien de chercher tout de suite à aller faire vraiment des examens plus approfondis. Donc, notre cancer du col de l'utérus, nous avons vu qu'est-ce que c'est, son origine, d'où il vient, qui il attrape. Donc maintenant, on a vu les symptômes, les signes cliniques au niveau de l'observation. On va chercher maintenant à aller plus loin pour voir, maintenant que nous avons constaté tous ces désagréments, quels sont les examens nécessaires à faire vraiment pour pallier à cette complication-là. Ce qui est plus important aussi à noter ici, c'est que chez les femmes entre 11 ans et 14 ans, donc une jeune fille, une petite fille qui est encore vierge, il y a un vaccin, d'accord? Il y a un vaccin qui peut être fait, le Gardantil, je crois. Voilà, ce vaccin-là, il est important à faire 2 doses qu'on va administrer à la petite fille, à la jeune fille entre 11 et 14 ans, surtout quand elle est en situation de virginité, pour la protéger vraiment contre cette infection virale qui s'attrape de façon sexuelle. Maintenant, une fois que voilà, la femme elle a grandi, on a vu les symptômes qu'on a évoqués, il faut maintenant approfondir les examens. Alors, les examens de dépistage qu'il faut vraiment ne pas louper, c'est l'examen vraiment de référence qu'on appelle le test de dépistage, le test cervico-utérin. D'accord? Au travers vraiment du frottis. C'est pour ça qu'il est conseillé aux femmes de faire le frottis vraiment vaginal tous les 2 ans maximum, tous les 3 ans. Il faut que la femme aille faire son frottis. Je vais vous expliquer tout à l'heure, un peu plus bas, c'est quoi le frottis et comment ça se pratique le frottis. La femme doit aussi aller faire l'IRM du pelvis au niveau de l'organe vaginal féminin qu'on verra tout à l'heure au niveau du schéma. Je vais vous le montrer. Donc, il faut que la femme respecte cela. Réaliser des frottis réguliers tous les 2 à 3 ans lorsqu'on commence vraiment à suspecter les signes du cancer du col de l'utérus que nous avons énuméré tout à l'heure. Donc, c'est après avoir réalisé tous ces examens radiologiques, on va les détailler tout à l'heure, les examens bilan sanguin tout à l'heure, que le diagnostic va vraiment pouvoir être prononcé. Parce que c'est pas parce qu'on a les symptômes qu'on va dire, voilà, on va pas donner des diagnostics de façon
arbitraire. Il faut vraiment que le diagnostic soit confirmé au travers d'une RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires avec plusieurs oncologues, plusieurs spécialistes, plusieurs médecins, et suite à des examens, le cancer va être confirmé. D'accord? Donc le diagnostic, pour qu'il soit vraiment fait et précisé, on va procéder à des prélèvements. D'accord? On va procéder à des prélèvements, surtout la biopsie ou la conisation. D'accord? C'est quoi la biopsie ou la conisation? Tout ça, ça va être expliqué lors de ce cours sur le cancer du col de l'utérus. Donc, ceci va être réalisé pour vraiment repérer les lésions au niveau donc de l'utérus. D'accord? Donc, la biopsie, on va essayer, on va maintenant expliquer, puisque nous y sommes. La biopsie est l'examen anatomopathologique vraiment de référence qui confirme tout type de cancer. Donc, on ne va pas vous dire que vous avez un cancer du col de l'utérus alors que la biopsie n'a pas dit son dernier mot, si on veut dire, on veut le faire plus simple. Donc, la biopsie va permettre de savoir le type de cellule qui est impliquée au niveau de votre utérus et qui va permettre de désigner le type de cancer, c'est-à-dire le type histologique. Donc, quelle est la cellule, quelles sont les cellules qui sont touchées. La biopsie va nous permettre de savoir la profondeur de la tumeur au niveau même de la muqueuse. La biopsie va nous permettre de savoir l'extension éventuelle donc des organes éloignés qui peuvent être touchés, parce que quand les organes éloignés aussi sont touchés, en ce moment, on parle de métastase. Donc, le diagnostic du cancer du col de l'utérus est basé sur un examen et sur l'examen vraiment de référence qu'on appelle la biopsie. Ceci n'empêche pas la prévention au travers des frottis, au travers des dépistages, au travers des vaccinations chez les petites filles entre 11 ans et 14 ans. Donc, je fais un peu de répétition pour ceux qui arrivent pendant cette conférence. Donc, la confirmation du diagnostic du cancer du col de l'utérus repose, comme je l'ai dit, sur l'analyse des fragments de tissu. Voilà, nous rentrons maintenant dans l'explication de qu'est-ce que c'est la biopsie. Donc, ça va être donc le prélèvement donc de fragments de tissu. Donc, il va être prélevé au niveau du col de l'utérus. D'accord? Donc, le médecin, le gynécologue, la technique aussi, je vais vous la dire tout à l'heure, il va aller prélever des fragments donc dans l'utérus, au niveau vraiment du col, pour essayer de confirmer le diagnostic. Donc, comment il va procéder? Il va procéder au travers donc d'une coloscopie, d'accord? Donc, cette coloscopie-là, c'est-à-dire qu'il va prendre un matériel, c'est comme un tuyau qui est muni vraiment d'une caméra, que donc, il va essayer donc à l'aide donc de ce spéculum-là, au bout, il y a une loupe, c'est ce que je dis, une caméra qui est binucléaire que le médecin va essayer d'abord d'introduire donc au niveau donc du vagin. Donc, comment il va procéder? Il va écarter vraiment les parois donc de l'utérus et il va essayer d'introduire vraiment ce spéculum-là et il va chercher à visualiser vraiment au niveau de l'organe féminin de la femme. Il va examiner ensuite la surface du col de l'utérus. Et ensuite, il va essayer d'entrer vraiment en profondeur pour voir s'il n'y a pas des tumeurs éloignées qui se sont propagées. Donc, la coloscopie va nous permettre vraiment de visualiser l'organe féminin. D'accord? Il peut aussi tamponner avec un liquide sur le col de l'utérus et puis aussi voir les zones de façon anormale. Donc, le médecin va donc prélever un ou plusieurs échantillons de tissu provenant donc de ce col de l'utérus là, et donc cette procédure là va permettre au médecin de vraiment procéder à la biopsie. C'est vraiment une situation d'inconfort chez la femme parce que ça peut provoquer des saignements, ça peut provoquer aussi des douleurs abdominaux bien évidemment, et donc la femme elle va être dans une situation de malaise, d'inconfort, et vous savez que les femmes c'est très important, l'image corporelle chez la femme c'est très important. D'accord? Donc, la femme peut avoir de légers saignements vaginaux durant quelques jours suite à la réalisation de cette coloscopie, parce que il faut que des fragments soient prélevés pour que les spécialistes puissent réaliser la biopsie. D'accord? Donc, cette biopsie-là,
elle va être facile à faire lorsque les lésions ne dépassent pas 4 cm au niveau de l'utérus, c'est facile. Mais quand les lésions sont plus profondes, en ce moment-là, le spécialiste va procéder par ce qu'on appelle la biopsie conique. Donc, parce que vraiment, ils vont chercher à aller attraper des fragments de tissu dans la forme de cône. Aller les prendre vraiment plus loin et vraiment réaliser l'examen. D'accord? Donc, la biopsie conique, comme le nom le dit, prélever des fragments de tissu en forme de cône. D'accord? C'est ça la conisation. Donc, l'examen va se réaliser vraiment sous anesthésie. D'accord? Anesthésie loco-régionale ou générale. Et ça peut se faire aussi en ambulatoire. Donc, vous allez être hospitalisé le matin et puis vous allez ressortir le soir. D'accord? Il faut noter ici en nota bene. Il faut savoir que l'intervention, d'accord, permet de retirer les cellules cancéreuses. D'accord? Bon, là, on ne sait pas encore si elles sont cancéreuses, mais elles sont anormales. Donc, il va retirer ces tissus-là et du coup, ils vont pouvoir réaliser l'analyse de façon biologique, de façon anatomopathologique et confirmer la maladie. Le plus important, c'est que durant 2 à 4 semaines suivant la conisation, la patiente elle va ressentir des douleurs, des légères crampes, elle va sentir que voilà, là j'ai des crampes par-ci, elle va ressentir de l'inconfort, elle va encore avoir des saignements vaginaux suite à la coloscopie. C'est tout à fait normal parce que on a fait une intrusion, une invasion vraiment avec des appareils et pour prélever des tissus, des fragments de tissus, d'accord? Voilà. Donc, il est déconseillé donc d'avoir des relations sexuelles après avoir fait cet examen parce que vu les inconforts, vu les saignements, vu les douleurs qui peuvent suivre, il est déconseillé à la femme de réaliser des rapports sexuels ou même de mettre des tampons quand elle voit ses menstruations après avoir réalisé une biopsie. Voilà. Donc, quand ils ont prélevé donc ces fragments de tissu pour réaliser la biopsie lors de la coloscopie, qu'est-ce qui va se passer ou lors de la conisation? Ils vont aller réaliser ce qu'on appelle l'examen anatomopathologique. Donc, c'est l'analyse donc des tissus et des cellules. L'analyse des tissus et des cellules qui va nous permettre donc de détecter la présence de cellules cancéreuses et d'en définir le type de cancer. Donc, j'espère que je ne suis pas très rapide. Vous me suivez. Voilà. Ok. Si vous me suivez, vous pouvez aussi signaler. Si je suis trop rapide, vous pouvez noter trop rapide pour que j'aille un peu plus lentement. Donc, les examens et les soins vont se réaliser en rapport avec les différents médecins. Comme j'avais dit, des réunions de concertation pluridisciplinaires vont se produire et donc une prise en charge va être déterminée si le cancer est confirmé. Il faut savoir que quand vous êtes atteint du cancer du col de l'utérus, vous allez directement voir votre médecin traitant qui va vous faire les papiers parce que vous allez bénéficier de ce qu'on appelle l'ALD, l'affection longue durée. Vous devez être pris en charge par la sécurité sociale, les mutuelles et les assurances et tout ça. Vous ne devez pas payer un seul rond parce que vous devez être pris en charge à 100%. Les patientes atteintes du cancer du col de l'utérus bénéficient justement de l'ALD, donc la prise en charge de 100% à la base des tarifs donc de remboursement de l'assurance maladie. Ça, c'est important à savoir. Donc, le diagnostic, une fois qu'il est confirmé par l'analyse des prélèvements, des lésions suspectes, il va se passer aussi un autre examen qu'on peut faire pour approfondir. C'est vrai que la biopsie est là, mais il faut toujours continuer pour ne pas se louper au niveau du diagnostic. Donc, il y a aussi un examen très important qu'on pratique, qu'on appelle la TEP. Donc, le TEP, c'est un examen qui permet de réaliser aussi les images au niveau donc de la coupe du corps de l'organe féminin. Là, il va aller vraiment, ils vont injecter un produit irradiant qui va aller vraiment au niveau du sang et il va tracer donc les cellules anormales, d'accord? Donc, le produit, là, il est radioactif et on l'appelle traceur. Pourquoi? Parce qu'il va aller s'agglutiner, il va aller se coller vraiment au niveau
des cellules anormales, des tissus anormaux. Donc la TPE fournit les images donc de la répartition des cellules désorganisées, des cellules anormales. Le traceur va nous permettre de savoir cela. Donc, il va se passer aussi une cytoscopie. On peut faire une cytoscopie. La cytoscopie, donc, c'est l'examen de la vessie par l'endoscopie. Vous voyez? Parce que le col de l'appareil féminin que je vais finir par vous montrer tout à l'heure, parce que je vais voulu commencer par cela. On va aller faire une cytoscopie. On va faire une rectocopie au niveau du rectum, c'est-à-dire visualiser aussi le rectum. On va faire des bilans sanguins adaptés. Tout ceci pour vraiment avoir un diagnostic le plus optimal, le plus vrai et surtout ne pas se tromper parce que il faut surtout pas se tromper de diagnostic et si on se trompe de diagnostic, on va se tromper de traitement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comment se passe le frottis vaginal? Il est important que je vous ai dit, le frottis doit se faire tous les 2 ans, voire tous les 3 ans chez la femme. Très important. Pour essayer vraiment, parce que au travers du frottis, on va attraper l'ADN vraiment donc de ce virus-là. Donc, c'est très important. Donc, le frottis, comment il se passe? Le frottis va nous permettre de prélever. Il va nous permettre de prélever vraiment de façon superficielle. C'est pour ça qu'on va jusqu'à la biopsie, les cellules pour les analyser au microscope et de réaliser un test qu'on appelle le HPV-HR. D'accord? Donc, à la recherche donc, de l'ADN donc du virus papillomavirus. D'accord? Voilà. Donc, c'est un examen donc, de dépistage éventuel donc, de cancer du col de l'utérus. Le frottis donc, du col utérin, qu'on appelle aussi le frottis cervical. On va continuer le spécialiste quand il va prélever donc les fragments donc de cette partie là de l'utérus là. Il va aller jusque déboucher même au niveau du vagin. C'est bon, le frottis il est indolore, ça fait pas mal hein, le frottis. Hein. C'est un peu comme si on vous prenait un écouvillon, voilà, il peut essayer de voilà, mais c'est quand même on est mal à l'aise. Lors de cet examen. Donc, c'est un examen qui ne dure pas, il prend quelques minutes. Donc, le dépistage du cancer donc, du col de l'utérus, il est important pour les femmes de le faire. Très important. À partir de 25 ans et 65 ans, il faut que les femmes fassent leur frottis régulier. Et il faut qu'elles aillent faire vraiment le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et une fois que le cancer est confirmé, suite à tous ces examens que je viens de vous énumérer, on va mettre en place les traitements. Donc, les traitements du cancer du col de l'utérus, nous avons le choix des traitements vont être adaptés vraiment selon le tableau clinique de la personne, selon ses antécédents, selon le stade aussi du cancer, selon la limitation aussi des cellules anormales. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque votre utérus, les cellules elles sont pas anarchiques, mais les cellules lésées, quand elles ne dépassent pas 4 cm, le traitement de première intention, c'est la chirurgie. Voilà. On va procéder à la chirurgie pour faire l'ablation directe vraiment de ces cellules cancéreuses. Quand le cancer du col de l'utérus est confirmé, vraiment le traitement de première intention, c'est la chirurgie. Voilà, donc la plupart des médecins spécialistes, ils vont se réunir, comme on a dit, en RCP, c'est obligatoire. Et au travers de cela, après la réunion de concertation pluridisciplinaire, selon votre tableau, on va dire, est-ce que quand on a fait l'examen anatomopathologie, est-ce qu'on a regardé au niveau de la cytologie, où sont situées nos cellules? Si elles n'ont pas dépassé 4 cm en ce moment, tout de suite, on procède à la chirurgie, à l'ablation directe de ces cellules anormales. Comme ça, la femme, elle va être tranquille. On fait la chirurgie et une fois qu'on a fait la chirurgie, on peut aussi procéder à la radiothérapie externe et interne où on parle de curie-thérapie. Dans le cas où nos cellules sont très profondes et qu'elles ont atteint les organes voisins et lointains, on va parler ici de métastase. En ce moment-là, la chirurgie n'a plus lieu d'être. On va aller directement entamer une chimiothérapie, d'accord? Une chimiothérapie seule ou associée, vraiment pour essayer de traiter tout de suite la maladie.
Ça va? Donc, je pense que jusque-là, je suis très simple, très clair. Vous pouvez prendre des notes. Donc, chirurgie, lorsque les cellules ne sont pas profondes, on va faire l'ablation. Pas de chirurgie si les cellules sont profondes. En ce moment, c'est chimiothérapie, tout de suite seule ou associée. Il faut savoir que la chirurgie, c'est vraiment le traitement de première intention, même de base, principalement utilisé pour traiter les tumeurs, pour les éradiquer, pour les éliminer tout de suite. Hein. Ça, il faut le retenir quand ça n'a pas dépassé 4 cm. D'accord? Donc, c'est très intéressant et ça consiste à retirer vraiment de l'utérus les cellules cancéreuses. D'accord? Elles vont retirer donc de notre organe donc les cellules, les ganglions lymphatiques et comme ça, la femme va être tranquille. D'accord? Dans le cas contraire, chimiothérapie, radiothérapie, comme on l'a dit. Ok. Dans le cas où les tissus, les cellules ont atteint les cellules profondes, c'est bien de se répéter parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver chimio. D'accord? Donc, il faut savoir que pendant et après le traitement donc du cancer du col de l'utérus, la prise en charge va être globale pour le confort du coup de la patiente. Donc, cette prise en charge-là comprend les traitements du cancer, comme on a dit. D'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Soit c'est la chire, soit c'est on entame la chimio et tout ça. Donc, la prise en charge va être globale, vraiment pour pallier aux effets secondaires liés au traitement. Parce que la chimiothérapie, ça, je le ferai dans un autre cours, quand on parlera surtout des cancers. La chimie, les effets secondaires des chimiothérapies, c'est important que je revienne dessus à une autre occasion. Mais aujourd'hui, on va vraiment aller vraiment tout droit dans le cancer du col de l'utérus. Je vais vous en citer quelques effets secondaires. Donc, pendant ce traitement-là, on va mettre en place des traitements pour pallier aux effets secondaires de la chimiothérapie qui peut être des alopécies, des chutes de cheveux, des nausées, des vomissements, des douleurs osseuses, des douleurs diffuses, difficulté à déglutir, la personne ne peut plus manger parce que elle a subi une chimio très forte, donc ça a désorganisé vraiment au niveau de son système immunitaire. Vraiment les effets secondaires de la chimiothérapie doivent être palliés. Ainsi que on mettra en place aussi tous les soins et soutiens complémentaires tels que les soutiens psychologiques avec des psychologues. On va rapprocher aussi le conjoint, s'il y a la famille, les enfants, hein, les proches, pour faire vraiment un accompagnement social. Donc, l'équipe qui est spécialisée, là, va mettre en place, donc, parce que comme je vous ai dit, il va y avoir une réunion donc, de concertation pluridisciplinaire. Donc, l'équipe, là, va mettre en place vraiment des professionnels vraiment adaptés, spécialisés, tels que le gynécologue, le chirurgien, le pathologiste, l'oncologue, le radiothérapeute, hein, le psychiatre, les spécialistes de la douleur, des infirmières, des aides-soignantes, des kinés, vraiment pour faire de la rééducation parce que vous allez voir après que la femme qui a subi un cancer du col de l'utérus va avoir besoin d'une rééducation au niveau vraiment de son utérus parce que il y a des désagréments après qui se passent là-bas. Même les diététiciens parce qu'il faut adapter aussi une alimentation suite aux douleurs abdominaux et tout ça. D'accord? Des assistants sociaux pour essayer d'aménager les logements, améliorer la vie de la personne parce que la vie va changer hein, suite aux effets secondaires des traitements, la fatigue, l'asthénie, la chimio. Vraiment, la patiente est vraiment dans une situation compliquée. Éviter aussi qu'elle se mette en aplasie, que ses défenses immunitaires vraiment chutent. Donc, on va vraiment faire appel à vraiment un bloc d'équipe au niveau pluridisciplinaire. Donc, on conseille aux femmes qui ont eu un diagnostic confirmé du cancer du col de l'utérus, il serait préférable de diminuer le tabac et l'alcool, ça serait bénéfique. Et la pratique aussi des activités physiques adaptées est bien de les mettre en place, mais surtout après la cicatrisation. On ne va pas aller tout de suite commencer à courir suite à une chirurgie, hein. De toutes les façons, suite à une chimio, on est complètement asthénié. Mais tout dépend du tableau de la personne.
Voilà. Donc, le cancer et ses traitements peuvent avoir des conséquences sur l'alimentation. C'est pour cela qu'il faut mettre en place un suivi diététique. Un accompagnement nutritionnel va être très important, donc être utile donc pour prévenir aussi et traiter même une dénutrition. D'accord? Parce que suite à la chimio, on ne peut plus déglutir, on ne peut plus manger correctement. Donc, certains sont alimentés même de façon parentérale. On va leur installer vraiment des catheters centraux, type Pickline ou des chambres implantables avec des aiguilles du baie, hein, pour vraiment être alimentées. Elles ne peuvent plus manger par la bouche. Donc, voilà. Et voilà. Et quand la reprise se fait tout doucement, il faut vraiment la diététicienne pour vraiment adapter vraiment le statut nutritionnel pour éviter vraiment la dénutrition. Donc, à l'issue de ces traitements, des consultations régulières doivent être faites, donc programmées régulièrement, donc selon le rythme adapté à votre situation. Donc, ce suivi a notamment pour but de déceler de façon précoce une éventuelle récidive. Il faut savoir que quand vous avez un cancer du col de l'utérus, qui non seulement qui est un vilain cancer chez la femme qui est diagnostiqué super tard, s'il est diagnostiqué super tard, entre 10 et 15 ans, vous êtes sauvé avec les différents traitements que je vous ai dit selon votre situation. Il faut ensuite éviter maintenant la récidive, d'accord? Il faut éviter la récidive et aussi il faut éviter les effets secondaires afin de favoriser donc une bonne rémission et éviter que la maladie recommence et prenne des proportions vraiment au niveau de notre appareil génital féminin qui est l'utérus, le col de l'utérus. Donc, des petits conseils donc dans ce cours pour les femmes. Avant d'aller faire un frottis, il y a quand même des mesures à prendre, des conduites à tenir. Donc, on va donner quelques conseils, d'accord? Donc, pour aller faire votre frottis, il faut prévoir un rendez-vous de telle sorte que votre prélèvement puisse être réalisé à distance de la période des règles. Voilà. C'est très idéal, hein? C'est très idéal de faire ça en milieu de cycle. Donc, si vous avez rendez-vous pour aller faire frottis, il faut que ça soit fait à distance des règles, d'accord? Donc, le faire en milieu de cycle. Il faut aussi programmer un rendez-vous. Si, voilà, il ne faut pas programmer un rendez-vous si vous avez une infection vaginale. Voilà. Donc, infection vaginale, il y a plusieurs types d'infections vaginales. Et attention, faut pas si vous avez des vaginites, attention, il faut traiter cela d'abord avant d'aller faire votre frottis, sinon les résultats peuvent être faussés. D'accord? Si vous prenez un traitement local par voie vaginale, c'est-à-dire des suppos ou des antibiotiques, bon, il faut d'abord terminer tout ça avant d'aller faire votre frottis pour éviter de fausser les résultats de votre frottis. Avant d'aller faire votre frottis, il faut éviter les rapports sexuels 24 heures ou 48 heures avant votre rendez-vous frottis. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, le liquide de l'homme, le sperme là, peut aussi se diluer et puis faire fausser les résultats. Le jour des examens, vous devez apporter sur vous tous vos derniers résultats sanguins, radiologiques, biologiques, tout ce que vous avez. Il faut les apporter donc au spécialiste et il va regarder cela avant qu'il fasse aussi votre frottis. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est les petits conseils à donner avant d'aller faire le frottis. Donc, comme je vous avais dit, comment se réalise le frottis? Je vous ai déjà dit comment se réalise le frottis, mais la répétition est pédagogique. Donc, le médecin va vous inviter à vous allonger et il va enlever le bas donc de votre vêtement. Vous allez vous déshabiller par le bas. Vous allez vous allonger donc sur le brancard. Donc, il va donc procéder par l'ouverture donc des grandes lèvres de la vulve, là au niveau de l'appareil génital féminin. Il va introduire tout doucement donc dans le vagin donc un instrument constitué de 2 parois, d'accord, le spéculum là. Donc, pour maintenir donc le vagin, il va ouvrir avec le col le spéculum, il va tenir comme ça. Hein, il va tenir votre col utérin pour que ça soit vraiment bien visible. Les parois donc sont
bien écarté. Et donc, le médecin va introduire à l'intérieur du spéculum une petite spatule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, le frottis. Comme j'ai fait simple tout à l'heure, c'est comme si on vous mettait un couvillon. Hein, voilà, donc à l'intérieur, vraiment pour prélever. Donc, ceci va servir. Donc, il va donc commencer à gratter au niveau des parois. Il va gratter légèrement au niveau donc de la surface du col de l'utérus. Et donc, il va prélever. Quand il va gratter, il va prélever donc les cellules. Et donc, il va essayer donc de les prendre et il va les introduire à l'intérieur d'un bocal donc pour aller faire l'examen. Donc c'est un prélèvement qui n'est pas douloureux comme je vous avais dit et ça ne dure pas du tout. Donc le médecin recueille donc les cellules au niveau donc de votre endocole, au niveau de l'appareil féminin à l'aide donc de cet écouvillon et donc ils vont faire les différents examens, ils vont regarder au niveau des lames, les vers et ils vont regarder, ils vont mettre un produit donc de fixation pour vaporiser pour que ça reste, pour ne pas que ça parte, d'accord? Voilà comment se passe le geste du frottis. Donc ce geste est très important. Le médecin peut également prolonger les lames. Bon, ça c'est la technique, hein, c'est pas très important. Hein, donc pour rechercher le frottis, donc à la recherche de notre de ce papillomavirus, donc qui est transmis de façon sexuelle et qui est très latent, qui est indolore, qui ne dit rien, qui est silencieux et qui peut rester longtemps donc dans l'organe féminin de la femme. D'accord. Alors, donc on a vu notre traitement. Le cancer du col de l'utérus se soigne, ça c'est connu. Nous avons des traitements. Et en cas de récidive, qu'est-ce qui va se passer? Si la femme qui est atteinte du cancer du col de l'utérus, le col de l'utérus, son cancer récidive, il y a aussi des mesures à prendre. Donc, vous pouvez noter tout ça. Si je suis rapide, comme je vous ai dit, dites-moi trop rapide pour que j'aille lentement. Mais si vous ne réagissez pas là, je considère que le rythme, le débit est bon. Donc, en cas de récidive, le traitement de la récidive du cancer du col de l'utérus, il y a des traitements. Donc, le cancer du col de l'utérus, donc, il faut savoir que c'est une pathologie vraiment liée à la femme qui vient, un des cancers très répandus qui vient vraiment en deuxième position après le cancer donc du col du sein, d'accord, qui est diagnostiqué tardivement. Donc, ce cancer du col de l'utérus en France, il va toucher plus de 2900 femmes hein, en cette année 2021, c'est ce qui a été dit, donc selon les sources, d'accord, et il cause beaucoup de décès quand même, hein. Il y a 1100 décès vraiment par an de femmes qui décèdent du cancer du col de l'utérus, donc toutes les femmes doivent vraiment prendre au sérieux ces pathologies hein, au travers de la prévention, ne pas attendre la dernière minute, d'accord? Voilà. Donc, les récidives donc de ce cancer de col de l'utérus, on va mettre en place des traitements pour éviter hein, qu'il y ait récidive et permettre une guérison durable, d'accord? Donc, nous allons énumérer cela. Donc, les traitements visant à éviter la récidive, c'est pour vraiment prolonger l'espérance de vie de la personne, c'est pour que la guérison soit durable et très durable et diminuer les symptômes, améliorer aussi la qualité de vie de la patiente. Donc, les traitements les plus importants après la chirurgie, ça va être la chimio, la radio et s'il y a récidive, malgré que vous n'avez pas eu de chirurgie au préalable et que vous êtes passé directement à la chimio, si vous avez été guéri et que vous récidivez à ce moment-là, on va faire une chirurgie maintenant. Vous comprenez? Voilà. Donc, en cas de récidive, ça va être donc une chirurgie, donc le traitement donc de récidive. En cas de récidive, c'est la chirurgie qui est vraiment conseillée et tout de suite après, on va pallier avec les traitements de chimiothérapie et aussi de radiothérapie ensuite donc pour voir les rayons et bien vraiment les brûler hein, parce que les cellules anarchiques sont très têtues, il faut vraiment les éradiquer. Voilà, donc la radiothérapie aussi peut être envisagée
de façon locale ou régionale. D'accord? Donc, elle peut être administrée même en palliatif ou en curatif. C'est-à-dire palliatif, ça veut dire que vous êtes en phase terminale, quoi. Voilà. On peut vous l'administrer ou en curatif, c'est pas vraiment la phase terminale, on peut vous rattraper. D'accord? Donc, nous continuons, on n'est pas loin de finir, c'est très important, hein, la santé. Voilà, parce que la santé n'a pas de prix, donc c'est important de donner des informations, d'accord? Alors, donc, nous avons aussi, en cas de récidive, nous avons, suite à la chirurgie, à la chimio, à la radio, nous avons ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc, ce sont des traitements qui vont mettre en place, mais ça s'appelle thérapie ciblée. C'est des traitements à base d'anticorps monoclonaux. Voilà. Donc, les spécialistes, là, ils vont vous mettre sous traitement à base d'anticorps monoclonaux. D'accord? Parce que tout dépend, comme je dis, on fait la cytologie pour savoir le type de cellules. On fait, voilà, l'anatomocytologie pour savoir le type de cellules, le type de cancer exactement. Donc, ils vont mettre en place une thérapie ciblée, c'est-à-dire un traitement ciblé à base d'anticorps monoclonaux. Donc, les anticorps monoclonaux, donc, ils vont cibler, donc, il s'agit donc de protéines particulières que ils vont trouver vraiment au niveau, donc, du col de l'utérus et donc, en grand nombre sur la cellule cancéreuse. Et c'est ça qu'ils vont prendre ils vont envoyer des anticorps qui vont cibler vraiment ces cellules que je vous explique là. Voilà. C'est pour ça qu'on dit thérapie ciblée. On a aussi les essais cliniques. Les essais cliniques, tout ça, c'est des traitements en cas de récidive. On a aussi les essais cliniques. Donc, les essais cliniques, ce sont des traitements, on va mettre en place. Quand on dit essai, ça veut dire qu'on veut tester quelque chose. D'accord? Donc, les essais cliniques, on met ça en place. Il faut que vous soyez volontaire. Il faut que vous soyez d'accord. Ça veut dire qu'on a trouvé un nouveau traitement qui est très fort, le traitement va être très fort. Le traitement va être très puissant. Mais on veut le tester. On ne sait pas si vous allez le supporter ou si vous allez succomber. D'accord? Et on veut vérifier si l'efficacité de ce traitement-là. Donc, on va vous le proposer. Vous allez donner votre accord. Vous allez signer. On va vous expliquer les effets secondaires. On va vous expliquer la dangerosité, les risques que vous prenez. Vous pouvez être sauvé complètement parce que ça vous correspond. Et vous pouvez aussi mourir directement parce que ça ne vous correspond pas. Voilà. Donc, ce sont des traitements vraiment spécifiques, hein, de dernière, on va dire, des traitements des traitements qui viennent d'arriver. Voilà. Des nouvelles créativités, mais qui peuvent être très, très bons ou très, très néfastes pour vous. Donc, les essais cliniques, quand on parle du traitement essais cliniques, d'accord, ce sont des études qui vont se réaliser pour pratiquer une nouvelle thérapie, d'accord, comme je vous ai dit, de façon très, 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 très simple, d'accord. Donc, on va mettre en place ce traitement-là. Si vous êtes d'accord, vous le faites. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne le faites pas, mais ça peut vous sauver comme vous pouvez y passer. Et aussi, des fois, c'est moyennant des revenus, hein. Voilà, si vous êtes d'accord, on peut vous dire, voilà, vous passez par l'essai clinique, mais vous avez telle somme parce qu'on veut faire un test sur vous, en fait. L'essai clinique, c'est ça. Donc, il faut savoir que l'inclusion à un essai clinique se fait en fonction de l'adéquation entre le profil du patient, d'accord, et aussi celui du traitement. Donc, votre spécialiste peut dire, bon, vu ses antécédents, vu les effets secondaires qu'il présente, je ne prends pas le risque, mais c'est lui qui va décider, mais c'est tout ça, c'est avec votre accord. Donc, les essais cliniques sont des options souvent envisagées, vraiment en dernière intention aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez déjà fait la maladie, on vous a soigné, vous êtes guéri, vous êtes venu récidiver, on vous a fait tous les autres traitements, on a dit, bon, on va enlever la tumeur cette fois-ci. On a fait la chirurgie, ça n'a pas marché, on enchaîne avec la chimio, on voit que c'est compliqué, on vous envoie un traitement. Pour moi, les essais cliniques, c'est vraiment le traitement vraiment de dernière intention. Donc, la récidive d'un cancer du col de l'utérus peut être plus compliqué que vraiment, c'est normal, hein.
Voilà, vous faites la maladie, vous guérissez, vous revenez. C'est normal que la récidive soit encore plus compliquée à traiter. Ouais. C'est plus compliqué à traiter que lorsque c'est un cancer en phase vraiment initiale. D'accord? Lorsque les cellules cancéreuses sont vraiment étendues, parce que la récidive, ça veut dire que là, il est résistant vraiment à la chimio, il est résistant aux radios, et ils reviennent ces cellules anarchiques. Là, la récidive, c'est vraiment plus compliqué à traîner. Donc, la prise en charge doit se faire systématiquement et être discutée encore en réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que rien ne peut être décidé dans le cadre du cancer vraiment par le fait d'un spécialiste tout seul. Il faut que ce soit plusieurs personnes de plusieurs spécialités confondues qui viennent le faire. Le cancer du col de l'utérus, donc c'est un cancer lié donc à l'appareil génital féminin, qui est encore très très touchant, et c'est vraiment c'est douloureux, c'est déplorable qu'une femme attrape un cancer du col de l'utérus suite au fait qu'elle a eu un manque d'information, par naïveté. Comme on le dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est vraiment dommage. Donc, ça peut arriver aussi pas de chance, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ont pris vraiment toutes les dispositions, qui l'attrapent quand même. Mais l'idée, c'est de vraiment mettre toutes les chances de son côté pour éviter ce genre d'ennui. D'accord. Donc, comme j'ai dit, il concerne vraiment les femmes, et le cancer du col de l'utérus n'est pas contagieux. D'accord? Voilà. Vous avez un cancer du col de l'utérus, vous n'allez pas contaminer notre femme. Vous avez un cancer du col de l'utérus, vous n'allez pas contaminer votre homme. Au contraire, c'est lors de rapports sexuels non protégés que vous allez attraper ce virus-là. D'accord? Un virus qui va rester en vous de façon très latente et s'infecter en vous, qu'on appelle le papillomavirus. Donc, après l'annonce du cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que la femme va craindre? La femme doit craindre vraiment que suite à sa guérison, qu'elle ne fasse pas une récidive. Sinon, ce n'est pas une maladie qui se transmet de femme à femme. C'est vrai qu'elle se transmet lors du rapport sexuel. D'accord? Parce qu'elle est liée à une infection sexuelle. Le cancer du col de l'utérus peut apparaître à tout âge. D'accord? Voilà, en général, il apparaît à partir de 25 ans et 30 ans, hein, vous voyez? Donc, ça peut apparaître très tôt. C'est pour ça que les dépistages sont conseillés entre 25 ans et 65 ans. Et d'ailleurs, le vaccin est conseillé pour toutes les filles en état de virginité entre 11 ans et 14 ans. Donc, l'infection au virus, donc de la famille des papillomavirus, qui est le HPV, est une infection qui ne rigole pas chez les femmes, parce que c'est une infection qui est sournoise, on va dire. D'accord? Donc, c'est la première cause donc de survenue donc de cancer du col de l'utérus chez la femme. Le HPV provoque le cancer du col de l'utérus. D'accord? Le principal facteur donc de cause de survenue du cancer du col de l'utérus est rapport sexuel non protégé. Bon, donc la répétition est pédagogique. Attention, attention. Voilà, on ne couche pas comme ça à gauche, à droite. Les rapports doivent être protégés, parce que vous avez un papillomavirus, il dort en vous 10 ans, 15 ans, avant même de montrer les premiers symptômes. Ok. Donc, le HPV est un virus qui se transmet par contact sexuel, comme je l'ai dit, lors de pénétration. Il peut aussi se transmettre lors de contacts bucco-congénital, c'est-à-dire les buccos, les baisers. Il peut aussi se transmettre lors des caresses génitales, là, voilà, vous pouvez attraper le HPV. Donc, les symptômes du cancer du col de l'utérus que nous avons énumérés, il y en a vraiment des pléiades, mais ces symptômes-là ne disent pas forcément c'est que le cancer du col de l'utérus, attention, mais en général, ils sont à prédisposition du cancer du col de l'utérus. Lorsque vous voyez les saignements qui vont survenir après les rapports sexuels, vous finissez d'avoir un rapport sexuel et vous vous mettez à saigner. Vous avez des saignements en dehors de vos règles. Vous avez 4, 5, 6 fois les règles dans le mois. Attention. Vous avez des pertes blanches, malodorantes. Attention. Vous avez des douleurs au niveau pelvien. Attention. Dans le bas du dos, dans le bas du ventre. Attention. Des douleurs vraiment
qui arrive pendant même les rapports sexuels. Donc, pendant la pénétration, vous avez très mal. Quand ça arrive aussi, il faut faire attention, d'accord? Donc, à un stade précoce, quand vous voyez ce genre de signes, il faut tout de suite vous alarmer, vous alerter et commencer tout de suite à consulter, faire les examens que nous avons cités précédemment plus haut. Voilà. Donc, c'est pourquoi les femmes entre 25 ans et 35 ans, attention, commencez le dépistage, ne dites pas, voilà, je suis trop jeune, je suis trop belle, tu sais, à couche, à gauche, à droite. Attention, le cancer du col de l'utérus touche les femmes très jeunes, d'accord? Donc, à partir entre 25 ans et 65 ans, les femmes doivent faire ça, c'est très important, régulièrement. Donc, le FCU, d'accord? Le frottis cervico-utérin, d'accord? En dehors même de tous symptômes. Faut pas attendre que la maladie se présente. Faut pas attendre d'avoir 40 ans, 45 ans, 50 à 60 ans. Non, non, non. À partir déjà même de 25 ans, on commence les frottis. La jeune fille commence les frottis, d'accord? Est-ce qu'on peut guérir du cancer du col de l'utérus? Donc, s'il y a récidive, c'est parce qu'il y a eu quelque part guérison, d'accord? Il y a eu rémission. Donc, on peut guérir du cancer du col de l'utérus lorsqu'il est détecté plus tôt, d'accord? Donc, il est tout à fait possible de guérir du cancer du col de l'utérus pour ceux qui ont bien suivi. Quand il est détecté, lorsque les cellules anormales ne dépassent pas plus de 4 cm au niveau de l'utérus, c'est bien. On fait une belle ablation. Vous êtes bien. Si c'est vraiment bien fait, hein, et après, si vous avez été bien suivi, c'est bon. On peut guérir, d'accord? D'où on peut aussi récidiver. Donc, toujours continuer, même les frottis, surveiller, même si vous êtes guéri. Attention à la récidive. D'accord? Il est tout à fait possible de guérir comme on a dit. Donc, le stade le plus avancé, le plus important, c'est on constate que la guérison chez les femmes va se faire de façon selon l'hygiène de vie de la femme. Si une femme n'a pas une hygiène de vie qu'elle respecte, c'est-à-dire être propre, d'accord? Changer les dessous régulièrement, c'est-à-dire vos culottes que vous portez, il faut les renouveler. N'attendez pas que ce soit déchiré ou délavé ou machin. Normalement, tous les 3 mois, changez de slip, tout mettre à la poubelle, acheter des tout neufs. Quand vous achetez vos slips, vous ne les portez pas directement, il faut que ça soit passé déjà à la machine. La machine, vous mettez un peu de vinaigre blanc. Ça désinfecte tout de suite. Vous avez vos nouveaux dessous. En 3 mois, maxi 6 mois, vous virez tout. Et vous prenez des nouveaux. C'est quand même des précautions à prendre. D'accord? Voilà. Et il y a aussi la vaccination qui est très importante. Mais attention, la vaccination ne protège pas forcément contre le cancer du col de l'utérus. C'est vrai. La vaccination va éviter que vous attrapez cette infection. Mais vous pouvez être vacciné et malheureusement, c'est ça la médecine, c'est ça l'organisme. Chez certaines personnes, on a vu que la vaccination n'avait pas forcément protégé certaines femmes, malheureusement, alors qu'elles avaient fait leur vaccin, hein, elles avaient eu leurs 2 doses, d'accord? Et malheureusement, il y a certaines femmes qui ont quand même eu le cancer du col de l'utérus malgré la vaccination. Donc, l'hygiène de vie est très importante ici. La femme doit être propre sur elle, se laver régulièrement. Vraiment, on ne vous demande pas d'introduire un doigt au niveau du vagin pour sortir des éléments. Non, non, non. Il faut vraiment se laver, frotter bien l'appareil génital. C'est déjà bien. Il faut laisser la flore vaginale travailler et puis changer les dessous régulièrement. Ça aussi, c'est déjà bien au niveau de l'hygiène. D'accord? Il est important d'observer le frottis régulier, j'insiste dessus. Donc, il y a donc une référence très importante en cas de dépistage. D'accord? Donc, tous les 2, voire tous les 3 ans maximum. Ça va? Je prends un verre d'eau. J'ai la gorge sèche. Voilà. Il faut faire ça. Quand vous voyez les signes apparaître, les signes que je vous ai cités, il faut courir tout de suite chez votre médecin. Quand vous voyez des signes, ce sont des signes précurseurs du cancer du col de l'utérus. Il y a aussi des signes qui peuvent être liés à des cancers
Voilà, ça peut, le cancer, ça peut ne pas être forcément le cancer du col de l'utérus, mais il y a quand même des signes très très importants que de temps en temps, puisque les cancers, ils ont en réalité tous les mêmes, la plupart du temps. Quand on dit les mêmes traitements, ça veut dire que quand on parle de chimio, le nom du type de chimio, c'est différent par type de cancer, mais c'est l'ensemble de traitements qu'on appelle chimio, donc ça va revenir de façon répétitive. Donc quand on parle même d'un cancer, vous allez entendre des mêmes choses qui ont été dites dans un autre cancer, vont toujours revenir. C'est redondant, mais c'est très important de le savoir. Quand vous avez des signes précurseurs comme des pertes de poids inexpliquées, vous êtes là, vous perdez du poids alors que vous mangez correctement, mais vous vous mettez à dépérir, alors que vous n'êtes pas diabétique, vous ne comprenez rien. Vous avez des fatigues inexpliquées, des sueurs nocturnes dans la nuit, vous transpirez, vous ne comprenez pas, des pertes d'appétit, des douleurs nouvelles, c'est-à-dire la douleur ici aujourd'hui, demain c'est là, une autre, vous ne comprenez pas, des douleurs diffuses et prolongées, des nausées, vomissements de façon récurrente, il faut faire attention. Vous avez du sang dans les urines, il faut faire attention, du sang dans les selles, il faut faire attention quand vous voyez ce genre de situation se produire chez vous. D'accord? Vous avez des récentes modifications au niveau de votre transit intestinal. Tantôt vous êtes constipé, tantôt vous avez une forte diarrhée et ça se fait sur plusieurs jours, vous ne comprenez pas. Vous avez des constipations, vous n'avez pas de selle au-delà de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Attention, voilà, c'est répétitif. Vous êtes obligé de prendre des laxatifs pour favoriser le transit à chaque fois, pour commencer à vous poser des questions. Vous êtes là, vous avez des diarrhées sur plusieurs jours inexpliquées alors que vous mangez des aliments qui vont empêcher la diarrhée. Vous prenez des traitements qui favorisent antidiarrhéiques, mais vous continuez à avoir attention. Vous avez des fièvres de façon récurrente. Votre température est toujours au-dessus de 38,5 ou à partir de 38,5. Attention, surtout quand vous avez du 38,5 aujourd'hui, demain, après-demain. Attention. Vous prenez votre Doliprane qui a des propriétés antipyrétiques, votre température ne tombe pas. Vous mettez tout à disposition pour faire baisser la température, ça ne tombe pas. Attention, vous pouvez aussi vous poser des questions. Vous avez des toux chroniques, vous toussez à chaque fois, la toux ne s'arrête pas. Attention, vous avez des changements vraiment au niveau des comportements. Voilà, vous avez des ulcérations cutanées, vous ne comprenez pas, ça apparaît, ça ne guérit pas. Vous avez, vous touchez là, vous sentez des types de ganglions, des lésions, des plaies qui ne cicatrisent pas. Attention, voilà. Donc ça, c'est des petits conseils de temps en temps, quel que soit le type de cancer qu'on va aborder. On va dire quelques symptômes vraiment inhabituels. Il ne faut pas rester comme ça. Ce n'est pas parce que ça ne vous empêche pas d'aller au travail ou de réaliser vos activités que vous n'allez pas tout de suite aller courir et approfondir les examens. Voilà. Ensuite, le cancer toujours confirmé, nous arrivons vers la fin. Il va avoir ce qu'on appelle le soutien psychologique. Il va avoir ce qu'on appelle l'accompagnement. Très, 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 très important. Voilà. Donc, il va avoir ce qu'on appelle l'accompagnement parce que quand on est dans une situation de cancer confirmé, traité, la vie est bouleversée, la vie familiale est bouleversée, le mari, les enfants, la femme, c'est vraiment pénible, l'entourage, certains le gardent pour eux tout seuls, ils n'informent même pas leurs compagnons, ils n'informent pas leurs conjoints parce qu'ils ont peur de retomber, ils pensent que l'autre va demander un divorce, ils pensent que l'autre va aller en parler aux voisins parce que le secret, la personne souhaite garder le secret et du coup, le suivi ne se fait pas correctement. Il faut que le conjoint ou un proche ou des proches soient au courant de la maladie pour vous aider vraiment dans la prise en charge. Donc, quand la personne a un cancer vraiment, cancer col de l'utérus chez la femme qui est déclaré, on va mettre en place ce qu'on appelle le soutien psychologique et l'accompagnement. Donc, il va se passer la mise en place de plusieurs dispositifs extérieurs. D'accord? On va mettre au niveau de la famille. On va appeler les proches, la femme, les enfants, les plus grands, ceux qui sont en situation de comprendre. L'équipe soignante va également aider donc la patiente à accepter vraiment la maladie parce que la personne va être dans une situation tellement choquante, douloureuse. Elle va refuser cette maladie. Elle va être dans le déni. Elle va être énervée. Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? La personne va culpabiliser aussi
Ah merde, j'aurais dû être sérieuse. Mais pourquoi moi, alors que je couche pas avec tout le monde, je suis sérieuse, alors que l'autre, c'est une traînée, elle n'a pas ça, voilà. Donc la personne est dans une situation vraiment d'inconfort au niveau psychologique. Elle se plaint, elle a le monde entier qui lui tombe sur la tête. Elle n'est pas satisfaite d'elle-même, elle s'en veut. Il faut un accompagnement psychologique, donc des soutiens auprès des structures d'écoute et d'information existent. Donc, il faudra vous rapprocher de cela. D'accord? Ça peut être bénéfique donc pour échanger avec les psychologues ou les psycho-oncologues. Voilà, donc les spécialistes du cancer, c'est les oncologues. Hein. L'oncologie, c'est la spécialité qui traite les cancers. Les spécialistes aussi peuvent être consultés au sein donc des services d'oncologie, vraiment sur le plan pratique. Voilà, il faut prendre en charge la personne parce qu'il va avoir la fatigue. Voilà, la personne est asthéniée suite au traitement. La personne va être fatiguée. Les effets secondaires sont là. Vraiment, il faut accompagner la personne. Comment elle fait désormais pour accompagner ses enfants à l'école, pour faire son ménage chez elle, pour faire ses courses, pour préparer, mettre en place des auxiliaires de vie. Est-ce que cette personne a une mutuelle? Est-ce que cette personne a des assurances? Est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce que son 100% ALD peut couvrir tout cela? Vraiment, c'est vraiment très, 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 très important. Il faut en parler. Il ne faut pas garder la maladie seule, se cacher, aller se traiter, rentrer fatigué. Il faut en parler à votre conjoint, à votre famille, à votre proche. D'accord? Voilà, donc cette prise en charge peut limiter quand même pas mal de dégâts. Et aussi, la personne, si elle est dans le déni, elle peut refuser même les soins. Donc le fait qu'il y ait une oreille écoute qui est là, une oreille attentive, qui est à l'écoute active qui est là, la personne va pouvoir aussi continuer son traitement et puis elle va limiter vraiment les dégâts. Dès le début de la prise en charge, la question du maintien vraiment de l'activité professionnelle va se présenter. Est-ce que la personne continue d'aller travailler? Donc on va discuter en équipe pour savoir est-ce que l'arrêt va être prolongé. Voilà. C'est vraiment, vraiment un truc, une prise en charge pluridisciplinaire, familiale et proche, vraiment. Il ne faut pas cacher ce genre de choses, il faut vraiment en parler, discuter, voilà. Donc, les caractéristiques de la maladie vont entraîner vraiment pas mal de situations dans la prise du traitement, dans la tolérance, voilà. Donc, l'état physique même de la personne va être touché. Voilà, la profession de la personne à exercer. Qu'est-ce que la personne fait comme travail? Est-ce que la personne peut continuer à travailler? Est-ce l'arrêt maladie prolongé? Vraiment, tout ça en équipe pluridisciplinaire disciplinaire avec la famille et les proches, c'est très important pour essayer de déterminer l'arrêt du travail sur le court terme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, le médecin va continuer avec dans cet accompagnement complémentaire, comme j'ai cité les spécialistes, il peut aussi vous conseiller d'autres types de traitements, d'autres types d'accompagnement, type homéopathie, d'accord, pour essayer des traitements à base de plantes et tout ça, qui ne sont pas chimiques. Il y a aussi des acupunctures, des phytothérapies, l'hypnose aussi, pour vous détendre, pour vous relaxer, pour vraiment travailler au niveau de l'esprit, du cerveau. Hein. Il y a aussi la médecine douce qui n'est pas mal, la médecine parallèle aussi qui n'est pas mal. Il y a aussi les médecines alternatives, d'accord. On peut mettre en place aussi des prises en charge d'un cancer de cette façon-là. De cette façon, il y a beaucoup de choses, d'accord. Ceci peut apporter vraiment une qualité de vie qui peut être bénéfique et significative vraiment pour le patient. La femme, elle a le cancer du col de l'utérus. Sa sexualité, ça se passe comment? Donc, suite au cancer du col de l'utérus, la reprise d'une vie sexuelle épanouie est possible. D'accord? Vous avez eu votre cancer du col de l'utérus, vous pouvez reprendre votre vie sexuelle. Hein? C'est pas interdit. Suite à votre tableau, chose de la sanitaire, vous êtes guéri, vous n'êtes pas guéri, vous récidivez, vous êtes sous traitement. Voilà. Est-ce que vous êtes asthénié, fatigué, épuisé? Ben, une chose est sûre, c'est que c'est pas parce que vous avez eu le cancer du col de l'utérus que votre vie sexuelle s'arrête. D'accord? Elle peut être épanouie et possible, mais attention. D'accord? Attention, car en cas de chirurgie, il est d'abord conseillé d'attendre que la cicatrisation se fasse, ce qui est clair. D'accord? Il faut qu'il y ait une cicatrisation complète avant de passer à l'acte. D'accord?
Le processus peut être aussi plus long en fonction donc du type d'opération que vous avez eu. Par la suite, il peut aussi avoir des gênes ou des douleurs qui peuvent être ressenties lors de rapports sexuels. Hein, d'accord? C'est pas parce que vous avez un cancer de l'utérus, vous pouvez y aller, mais il peut avoir des gênes. Donc, allez-y doucement. C'est pour cela qu'on implique le conjoint, le mari, pour qu'il sache, voilà. Tout ça, ça va faire partie de l'accompagnement. D'accord? Il faut aussi faire attention parce que la femme va avoir un rétrécissement au niveau vaginal suite à son cancer du col de l'utérus puisqu'elle a eu une intervention chirurgicale. Donc, c'est bien que le mari ait aussi un accompagnement, une éducation pour que lors des rapports sexuels, il n'aille pas, voilà, ça soit pas une vitesse à un débit comme avant. Il faut que ça soit vraiment peut-être plus ralenti, de façon plus douce encore, parce que là, les tissus ont été lésés et la cicatrisation, faut pas léser la cicatrice. D'accord? Il faut faire attention parce que le vagin est raccourci et rétréci. Donc, les rapports sexuels, les hommes, attention. D'accord? Il y a aussi un durcissement au niveau donc des tissus. D'accord? Parce qu'il y a eu des radiothérapies. Donc, ça va durcir donc, au niveau des muqueuses. Donc, pour cela, les rapports sexuels doivent se faire vraiment de façon différente, délicate, dans la douceur. D'accord? On mettra aussi en place, chez certaines personnes, des traitements hormonaux. Tout ça dans l'accompagnement. Quand vous faites les rapports sexuels que vous avez eu le cancer du col de l'utérus, vous pouvez aussi utiliser des gels lubrifiants. D'accord, c'est d'autres moyens donc qui existent donc pour atténuer donc les conséquences donc liées donc à l'état physique donc de cet appareil féminin qui a été vraiment endommagé, traité, soigné. Il y a des gels lubrifiants que les femmes peuvent utiliser justement pour réaliser donc pour réaliser l'acte sexuel avec leur compagnon. D'accord? Il faut savoir que les conséquences peuvent être psychiques, physiques et mentales. Donc, l'accompagnement ici est très, très important dans tout, vraiment, dans tous les niveaux de la vie de la femme. Vraiment, au niveau physique, corporel, sentimental, intime. Vraiment, c'est important. Il n'y a pas de tabou. Il faut vous confier à votre médecin et on va tout vous détailler. Il ne faudra vraiment rien négliger, d'accord? Surtout dans le cas où le cancer va aller donc toucher directement les organes de la sexualité. C'est pas le moment de la reproduction. Il ne faut vraiment, c'est vrai, c'est gênant, c'est tabou, mais c'est bien d'en parler, d'accord? Parce que la femme, elle va avoir un sentiment de culpabilité, elle va pas être bien, voilà, elle est mal à l'aise et voilà, le malaise s'installe et du coup, elle va vouloir garder tout. Non, 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 non. L'accompagnement est là vraiment pour visualiser tout dans le cadre vraiment du dialogue qui peut, on peut trouver vraiment les mots, les solutions adaptées à votre situation. Et atteindre vraiment un nouvel équilibre pour favoriser vraiment une qualité de vie très, très, très importante. Il est important de communiquer avec son partenaire, d'accord? Et également, si possible, de se faire aider par des professionnels, comme je l'ai dit si haut. D'accord? L'équipe médicale, l'entourage, les associations et les assistants sociaux. Alors, encore un peu de patience, on n'est pas loin. Donc, comme on l'a dit, selon les statistiques, la fréquence donc du cancer du col de l'utérus, près de 3000 cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année en France. D'accord? Donc, on peut avoir un enfant suite à un cancer du col de l'utérus aussi. Ça, c'est une question. Ce sont des questions qui reviennent. J'ai essayé de prendre quelques questions qui peuvent revenir sur les cancers du col de l'utérus. Et donc, au cours vraiment de la conférence, je réponds sur la sexualité, sur le travail, la reprise de vie, l'accompagnement et avoir l'enfant. Alors, lorsque le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué à un stade avancé, là, il y a problème, d'accord? Mais c'est pour ça qu'il faut faire les frottis, je reviens dessus. S'il est diagnostiqué plus tôt, vous pouvez vivre votre vie correctement. On peut rattraper tout, faire les examens et les traitements.
Mais s'il est diagnostiqué super, super tard, sachant que c'est un virus qui est très latent et qu'en plus, au-delà des 10-15 ans qui se diagnostique super tard, à ce moment-là, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué même au niveau de la prise en charge des traitements, comme je l'ai dit. Les grossesses aussi sont compliquées, d'accord. Donc, c'est impossible d'avoir une suite, de devenir maman. Vous vous rendez compte? Quand il est vraiment à un stade super avancé, là, non, l'utérus n'est pas d'accord pour porter ça. Donc, la grossesse, c'est souvent impossible. D'accord? Voilà, c'est difficile quand c'est comme ça. Donc, si vous forcez pour porter une grossesse comme ça va être une grossesse intra-utérine, une grossesse qui va pas arriver à ce terme et vous-même, vous allez être paumé. D'accord? Donc, vous vous rendez compte comment un virus latent qui va être à l'intérieur d'une femme peut entraîner des dégâts comme ça. Donc, c'est important d'en parler. D'accord? C'est important d'en parler parce que vaut mieux que ça soit diagnostiqué tôt, opéré rapidement pour que la femme puisse vivre sa vie. Il s'agit ici d'une situation vraiment très grave. D'accord? Voilà. Donc la grossesse peut être à haut risque. Il peut y avoir des fausses couches, des enfants prématurés, des malformations, des césariennes. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez un cancer du col de l'utérus à un stade très avancé et que vous tombez enceinte, eh bien, il va se passer obligatoirement, on va vous conseiller l'IVG en fait. On va vous conseiller de virer ça. D'accord? Parce que vous allez vous exposer. Vous allez vous mettre en danger. Il faut faire attention aux premiers signes, aux premiers symptômes, comme je l'ai dit tout à l'heure plus haut. Il faut faire attention aux pertes de poids inexpliquées, aux fatigues inexpliquées, aux sueurs nocturnes, au manque d'appétit, aux règles involontaires douloureuses qui arrivent n'importe quel moment, aux douleurs lors de rapports sexuels. Il faut faire attention au sang dans les urines et dans les selles. Il faut faire attention aux pertes blanches malodorantes. Il faut faire attention aux vaginites, à l'écoulement sanguin comme ça de façon inexpliquée. Il faut faire attention à tout ça. D'accord? Donc, pendant et après votre cancer, c'est-à-dire vous avez le cancer ou alors vous avez été traité, vous êtes guéri ou vous êtes en train de faire une phase de rémission, le cancer du col de l'utérus, il faut savoir que c'est une maladie grave, d'accord, qui exige des traitements agressifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. La chimio peut être douce ou elle peut être forte. Donc, il faut faire attention, rester durablement dans la prévention parce que cela peut impacter vraiment le rapport d'une femme et l'entretien à son corps. Donc, tout au long de la prise en charge de la maladie, donc du cancer, il faut bien observer. Il ne faut pas être non observant aux soins, il faut bien observer les traitements. La patiente peut être confrontée aussi à des difficultés, d'accord? Donc, tant bien sur le plan physique et psychologique, on l'a dit. Et on dit que ces difficultés peuvent être source d'angoisse. Hein, ça, c'est physiologique, c'est normal. La femme va angoisser. Ma vie, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? La patiente peut craindre de ne plus jamais être capable de retrouver sa sexualité à cause de la maladie. Aïe, je ne peux plus faire des rapports sexuels normalement avec mon homme. Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il va en prendre une deuxième? Qu'est-ce qu'on devient? Le couple, la vie familiale, la vie vraiment du couple peut aussi éclater. Donc vraiment lancer, c'est anxiogène hein, vraiment. Donc c'est très important de faire ce genre de conférence. Moi je tiens vraiment à ça. Si ça peut sauver des vies, voilà. La femme peut être vraiment dans une situation où les effets secondaires sont là. Voilà, et sa vie est complètement paumée, difficile à supporter. Les effets indésirables liés à la chimiothérapie et la vie de sexualité, l'absence de lubrification enfin, il y a trop de contraintes. Il faut aller au lit avec son mari, il faut chercher des gels lubrifiants. La femme même, elle est là, elle est gênée. Son mari va à un débit rapide, maintenant il faut qu'il se réadapte lui-même. Il se dit, oulala, celle-là doit être fatiguée, je vais aller voir ailleurs. Elle a des douleurs au niveau de son appareil génital qui fait qu'elle n'est plus épanouie au lit avec son homme. Si elle avait des roucascas, maintenant elle ne peut plus les faire. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment des dégâts, hein, le cancer du col de l'utérus. Hein.
Donc, je suis vers la fin de ma conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions en inbox et je vous reviens tout de suite. D'accord? J'ai répondu à certaines questions directement, même sans que vous me les posez. D'accord? Donc, c'est très important lorsque le cancer est diagnostiqué, l'ablation de l'utérus l'ablation des cellules doit être faite directement au travers de la chirurgie. Donc, lorsque la patiente est confrontée donc, à des difficultés physiques et psychologiques pour retrouver sa sexualité harmonieuse, je me répète, un accompagnement est très important. Ça peut être votre médecin, ça peut être votre infirmière, ça peut être un psychologue, ça peut être vraiment un spécialiste, ça peut être votre ami, ça peut être votre mari, mais il faut que ces personnes-là soient informées et éduquées. Donc, avant d'arrêter la conférence, il faudrait quand même que je vous montre le schéma, parce que ça, j'y tiens quand même. Il faudrait quand même que je vous montre le schéma. D'accord? Il faudrait que vous visualisez, c'est très important que je vous fasse visualiser le col de l'utérus. Donc, je vais vous faire visualiser ça et alors, c'est vraiment pas pratique, mais je vais me débrouiller comme ça. Voilà. Ah, donc, quand vous regardez là, attends. Ah, je vais faire par là parce que je voulais le montrer en grand sur l'ordinateur qui m'a lâché. Donc, vous avez ici la trompe de Fallope. Attendez, je vais prendre un stylo. Je vais prendre un stylo et vous montrer. Vous voyez là. Ici en haut, vous avez la trompe de Fallope. Donc, ça, c'est l'appareil génital de la femme. Vous avez ici l'ovaire. Vous voyez les deux trucs là, en forme d'œuf là. Ça, ce sont les ovaires. Et ensuite, on va agrandir l'image. Là, tout le long là, c'est l'utérus. D'accord? Donc ici, vous avez l'utérus. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans la case là, tout en bas, comme on a dit, vous avez le col de l'utérus qui est la partie basse et étroite donc de l'utérus. C'est pour cela que ça s'appelle le col de l'utérus. Et là, vous avez donc le vagin. Donc, le cancer du col de l'utérus va se passer à ce niveau-là. C'est ici que le papillomavirus va se loger. Il va se localiser pendant des années et il va provoquer une infection. Donc, cette infection, comme elle aura tellement duré, donc à ce niveau ici, là, vous vous rendez compte, il faut qu'on vienne ici pour attraper vraiment les cellules désorganisées et anarchiques. Voilà. Donc, je vous remercie. Je pense que je suis allée au-delà, mais ça a été. Merci d'avoir suivi cette conférence. Et vous pouvez inviter des amis, regarder cette conférence. Elle est gratuite, ce n'est pas une conférence qui est payante. Donc, vous pouvez la regarder autant de fois. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me poser des questions et je vous reviendrai forcément en inbox. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.